raconter, mais elle nous raconte des histoires qui mériteraient vraiment de figurer dans les livres d'histoire, parce que c'est souvent des anecdotes croustillantes. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine voulait raconter le destin de Mathilde Mottet, qui fut la femme de Verlaine, mais qui a eu un destin plutôt Oui. tourmenté, en fait. Pensez-vous, les Ah garçons, oui, que c'est l'homme de triste. Cro-Magnon battait sa femme? Non. Il ne devait pas picoler, l'homme de Non, Cro-Magnon, déjà. pour commencer déjà. Il y avait quand même cette différence. En tout cas, la pauvre Mathilde, elle a bien dégusté. Mathilde Mottet de Fleurville, elle était née en 1853. Elle était une fille de bourgeois, d'un bourgeois assez mondain, assez opulent. Elle a écrit ses mémoires qui ont été publiés en 1907. Elle y fait état de ses origines et de ses fréquentations aristocratiques. Apparemment, c'était important pour elle. Et en effet, les Mottet fréquentent des écrivains, des artistes, des musiciens, Balzac, Musset, Chopin, Wagner. Vous imaginez recevoir tout ce monde-là dans son salon. La mère de Mathilde a été mariée une première fois à un certain marquis de Civry. Elle en a eu un fils, donc Charles de Civry, qui est donc le demi-frère de Mathilde. C'est important parce que c'est ce demi-frère musicien, Charles de Civry, qui va présenter Verlaine à Mathilde. Ce jour-là, 1867, lui a 24 ans. 10 ans de plus qu'elle, donc il est déjà un petit peu connu parce qu'il a publié ses poèmes saturniens. Il fait absolument pas attention à elle. Il écrira plus tard qu'elle avait 14 ans et qu'elle en paraissait 12. C'est Ah oui. vraiment... Ah oui, c'est encore une enfant. De son côté, elle le trouve laid, mal habillé et l'air pauvre. Alors, c'est C'est un vraiment... poète. Hein. Pas le coup de foudre. Ben oui, voilà, il fait un petit peu Tous les poètes ne sont un pas petit peu sales, bohème. Stéphane. Alors bon, dommage en tout cas pour la malheureuse Mathilde qu'elle soit pas restée sur cette première impression. Ça lui aurait évité bien des ennuis. Parce que la fois suivante, quand ils se revoient, alors là, tout d'un coup, on ne sait pas quelle mouche le pique, il la trouve absolument charmante, ils se font un peu la conversation, il a dû lui envoyer 2-3 poèmes bien troussés, du coup, c'est une adolescente, donc elle est emballée, et lui aussi. Et juste après cette seconde rencontre, il écrit à son copain Charles de Civry, donc le demi-frère de Mathilde, « J'aime ta sœur, je veux l'épouser absolument ». Non mais, alors le père Mottet, lui, il est un petit peu dubitatif, il est plutôt surpris par ce coup de foudre. Sa fille, de toute façon, est bien trop jeune. Et puis, alors, épouser ce soupirant qui est très, très pressé et qui a une situation précaire, non merci. Alors, il lui fixe un délai. Écoutez, d'accord, mais vous attendrez 15 mois. Ouais, Verlaine est tellement enthousiaste, il s'est vraiment monté le bourrichon dans cette affaire qu'il attend les 15 mois. Et Mathilde, dans ses mémoires, raconte qu'au début, elle ne l'aimait pas, elle le trouvait laid, je le disais, mais il lui a écrit tellement beaux poèmes. Alors le jour de leur mariage, vous voyez, c'est un peu la méthode Coué, elle l'aime vraiment. Et le mariage a lieu en août 1870, justement, juste au moment où la guerre éclate. Mathilde n'a que 17 ans. Il y a aussi cet aspect des choses a dû compter. Elle est quand même très jeune quand elle se marie. Elle ne sait pas encore qui elle vient d'épouser, car Verlaine boit déjà. Alors au début, de bonheur domestique, petit appartement quai de la Tournelle, meublé avec des meubles Louis XV et des tissus dans les roses. On imagine Verlaine là-dedans. Bon, rangé, assagi, il a l'air de goûter ce bonheur domestique. Il a un petit travail à l'hôtel de ville, donc ça y est, c'est parti comme en 40. Mais pas du tout en fait. 14 mois de lune de miel avec un Verlaine gentil, doux, affectueux, bon enfant. Ce sont les mots de Mathilde Mottet dans ses mémoires, seront suivis de 2 années d'enfer qui la laisseront terrorisée. Et la première crise grave survient le 23 octobre 1871, alors que Rimbaud vient d'entrer dans leur vie. Elle fait une malheureuse réflexion sur Rimbaud parce que Verlaine lui raconte que Rimbaud en est réduit à Charleville à piquer des livres pour pouvoir les lire. Parfois il les garde, il les revend, parfois il les redépose. Et elle lui dit, dites donc, tout ça c'est pas bien délicat. Et l'autre devient fou furieux. Alors qu'elle est à 8 jours d'accoucher, il la jette hors du lit, il la pousse par terre, et dans les jours qui suivent, il disparaît complètement, il rentre ivre-mort à 4 heures du matin, l'alcool le rend méchant et violent, il faut dire que l'alcool en question c'est l'absinthe, et l'absinthe c'est très dangereux, ça détruit le système nerveux, ça rend fou comme le rhum à haute dose, bon, donc il devient absolument fou furieux pour un rien, mais le pire reste à venir. Les parents de Mathilde imposent un garde-malade dans la chambre pour la protéger de Verlaine. Et un soir, il doit menacer Verlaine, rentrer ivre-mort avec un tisonnier rougi au feu. Et en janvier 1872, alors que son fils a 3 mois, 3 mois, vous voyez ce que c'est qu'un nourrisson de 3 mois, Verlaine, complètement ivre, saisit son bébé par le pied et dans un accès de rage, le projette contre le mur. Mais non. Il Oui, le tue. mais oui. Mais non. Il a failli le tuer, non, il s'en est sorti.
Enfin, Et puis, secouer un bébé aujourd'hui, mais oui, il n'a pas été eh ben, écoutez, il a de la chère Verlaine, le ciel est par-dessus le toit, si bleu, si calme, et ben voilà, il a balancé son bébé contre le mur et puis il tente d'étrangler Mathilde, qui est sauvée in extremis par l'arrivée de son père. Donc Monsieur Mottet, pas content du tout, il emmène Mathilde à Périgueux pendant 6 semaines d'isolement et de repos complet. En 1874, elle obtient la séparation et se remariera en 1886. Et voilà ce qu'elle écrit dans ses mémoires: un an de paradis, un an d'enfer et de souffrance continuelle. Voilà ce que furent mes 2 années de mariage. Que s'était-il passé? Quelles furent les causes de mon malheur, de ma vie brisée et plus tard de la triste et aventureuse existence de Verlaine? Rimbaud, l'absinthe. Voilà. Quant à leur fils unique, avec tout ça, Ouais. Georges Verlaine, vous savez ce qu'il est devenu, Non. Georges Verlaine? Il était poinçonneur des tickets à la station Malesherbes. Et en fin de carrière, il est devenu chef de gare à la station Villiers. Merci beaucoup, Clémentine. Vous restez avec nous, Clémentine, on est en